Bonjour, je suis François Gombert. À 20 ans que je vis sur la planète communication et que ces incroyables métiers me passionnent. J'avais envie de créer un truc, un objet numérique qui parle des experts de la communication, du marketing, de l'influence, des relations publiques, de la publicité bien sûr, des affaires publiques, du conseil aux dirigeants, aux politiques, de tous ces experts qui mettent leur stratégie, leur expertise au service de marques, d'organisations publiques, d'entreprises, de personnalités, de dirigeants. Chaque épisode son invité. Chaque épisode sa thématique. Vous écoutez Comme on en parle. Le podcast qui va faire savoir ce que vous savez faire. Hey hey hey! Vous écoutez Comme on en parle. Bonjour à toutes et à tous. On reçoit aujourd'hui Eric Elias, le fondateur et directeur associé de l'agence Mutant, mais aussi fondateur de l'agence By Ideas. Bonjour Eric. Bonjour François. Tu vas bien? Très bien. Alors, je vais rapidement rappeler ton parcours, puis tu nous en diras plus. Tu es diplômé de l'école supérieure de publicité. Tu as débuté ta carrière en stage dans l'agence Émotion. C'est ça. Ça a été l'occasion de rencontrer le mythique Serge Gainsbourg, pour qui tu as pondu un slogan, une accroche suite à ses concerts au Casino de Paris. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Oui. Avec une photo de William Klein, qui est décédé en septembre à l'âge de 96 ans. Tu as ensuite intégré l'agence Grey, BDDP et Fils, TVWA, Publicis en tant que concepteur-rédacteur. C'est ça. La Young et Rubicam en tant que directeur de création, où tu as fondé Les 6, qui C'est était ça. le premier collectif de directeurs de création. Oui. Et durant cette période Young et Rubicam, qui était quand même florissante, tu as obtenu plus de 46 récompenses dans les festivals du monde entier. Il faut savoir qu'Eric est quand même, au-delà d'être un type multiprimé, mais son ego vous racontera tout ça tout à l'heure, est quand même le premier créatif français à avoir remporté un grand prix au Festival de Cannes et un Silver Pencil au D&D à Londres. Festival, je l'ignorais, Eric me l'a appris, qui ne donne jamais de récompense aux étrangers. À l'époque, parce que maintenant en fait il y a une catégorie pour les campagnes étrangères, mais les Anglais étaient très anglais. Ils étaient dans leurs récompenses entre eux et pas du tout dans le partage des récompenses anglaises pour le reste du monde. Ce qui a évolué, comme beaucoup de choses. Eric fonde ensuite By Ideas en 2012, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés pour Balsamiq, pour lequel lui a eu un prix EFI, moi rien du tout. Il a cofondé en 2019 Mutant Paris, une agence digitale, puisque vous voyez les créatifs se mettent aussi au digital. Et Eric, je te laisse le micro.
tu l'as si bien dit, je m'appelle Eric Elias. Je suis né à Paris en 1964. Tu vois, donc les meilleurs en maths feront le calcul. Je fais de la communication depuis un certain nombre d'années. Pour moi, c'est une vocation, je le précise toujours, parce que c'est un métier qui ne peut pas être fait et imaginé comme les autres métiers. Moi, si on a le temps, si tu veux, je peux te raconter pourquoi j'ai voulu faire ce métier. D'ailleurs, il y a un lien avec Serge Gainsbourg. Lorsque j'étais petit, mes parents m'avaient abonné à Okapi, très bon magazine qui existe encore. J'avais vu dans un numéro d'Okapi une série sur la publicité. Et à l'époque, c'était surtout sous forme de bande dessinée. Et il racontait l'histoire de Serge Gainsbourg, qui était à la fois chanteur, mais aussi réalisateur et comédien dans certaines des publicités de l'époque. Et ça m'avait marqué, je me suis dit, ce métier est génial. Je ne connaissais pas du tout les différents métiers qui étaient liés à cette profession, mais je me disais, si un type comme lui, alors j'étais tout petit, mais si un type comme lui qui semblait très rigolo, avoir une vie pas comme les autres, faisait de la publicité, c'est que ça devait être un métier rigolo, pas comme les autres. Et ça m'avait marqué. Et à l'époque, si ma mémoire est bonne, il faisait des publicités pour Genie. Une boisson qui, je crois, n'existe plus. Une espèce de Schweppes. Et il faisait la musique, il faisait le réalisateur, etc. Enfin, c'était quelqu'un qui avait plein de casquettes artistiques. Et donc, ça m'avait marqué. Je me suis dit, tiens, c'est un métier qui a l'air vraiment passionnant et dont on ne parlait pas vraiment à l'époque. On en a reparlé ensuite quand Jacques Séguéla est passé à Apostrophe et qu'il a sorti son premier livre, Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire, elle me croit pianiste dans un bordel. Et là aussi, j'ai vu Jacques Séguéla, qui était à peu près le seul invité d'Apostrophe, qui n'avait pas de cravate, qui était bronzé, qui avait l'air rigolo. Et je me suis dit, ça doit attirer des gens, en fait, qui veulent travailler en s'amusant ou trouver du plaisir dans leur travail. Et ils racontaient tous plein d'anecdotes, en fait, plein de rencontres. Plein d'anecdotes liées à la consommation, évidemment, puisqu'il parlait des marques, mais aussi au milieu artistique, aux réalisateurs, aux photographes, aux musiciens. Et j'ai trouvé ce métier très, très attirant. Et c'est vrai que je me suis lancé dans cette profession sans savoir, en fait, comme beaucoup de jeunes qui cherchent leur voie, que le métier de concepteur-rédacteur existait, que c'était un des métiers, un des multiples métiers des agences de publicité. Et je me suis déclaré concepteur-rédacteur et finalement ça correspondait assez bien à ma personnalité ou à, disons, mon style d'écriture ou au fait d'avoir des idées toujours tournées vers le commercial, puisqu'on fait un métier commercial avant d'être artistique. Est-ce que dans ce parcours, il y a une rencontre ou une compétition qui t'a particulièrement marqué, une campagne ? Moi, ma vie est rythmée par les rencontres, puisque en fait, je ne connaissais personne dans cette profession. Comme tu l'as rappelé, j'ai fait une école de pub, la plus ancienne de France d'ailleurs, qui s'appelle l'École supérieure de publicité. Et en fait, si tu veux, je ne savais même pas ce qu'on allait y apprendre, et je pense que d'ailleurs la création ou la créativité ne peut pas s'apprendre. C'est-à-dire, soit on l'a en soi, soit on a cette forme de curiosité et de talent naissant, et on trouve des personnes, des professeurs ou des mentors qui l'alimentent, qui la canalisent, qui la rendent plus technique. Et moi, toute ma vie, et encore aujourd'hui, je suis en fait, je vais de rencontre en rencontre, et c'est ce qui me nourrit et ce qui m'alimente et qui me fait réfléchir ou qui me fait avancer. Donc au début, en fait, j'ai très vite, comme beaucoup de jeunes, pas sérieux, à la fin de l'année de l'école, on nous a dit il faut faire un stage, et moi j'ai rien anticipé, c'était une période où on s'amusait beaucoup, on sortait beaucoup déjà, donc je rencontre une jeune femme dans les couloirs de l'école qui me dit je cherche des stagiaires, et moi je lui dis bah écoute, moi je connaissais ni son nom ni son agence ni ce qu'il faisait, et on s'est très bien entendu, on a rigolé. Le contact s'est établi, elle dit ben viens, je vais te présenter aux autres personnes, et si ça match, c'est bon. Ça se faisait aussi de façon très spontanée à l'époque, c'était un milieu très ouvert, fait de rencontres, et donc cette première personne, qui s'appelait Isabelle, m'a présenté aux autres personnes de l'agence. C'est une agence qui s'appelait, car elle n'existe plus, Émotion, et qui avait la particularité d'être la première agence
qui en fait voulait faire une communication autour des artistes et qui voulait vendre les artistes comme des produits de grande consommation. D'où les rencontres avec Nougaro, Gainsbourg. Et comme c'était des gens qui venaient de chez Séguéla d'ailleurs, ils étaient à la fois très bons, très rigolos, très barrés, et ils correspondaient très bien au milieu artistique. Et donc ils travaillent à un moment pour Serge Gainsbourg, pour les concerts du Casino de Paris. Donc ce sont eux qui ont conçu une première com qui est devenue mythique, avec la photographie de William Klein qu'on nous a donnée comme contrainte. C'est Serge Gainsbourg qui nous a dit voilà, j'ai fait faire cette image à ce grand photographe William Klein, je suis en travelot, faites quelque chose autour de cette photo. Donc là, on n'était pas à l'initiative de l'image, c'était une contrainte, mais dans le mot contrainte, ça peut être une contrainte positive comme négative. Là, c'était une contrainte très positive, avec une personnalité très positive. Mais c'est pas pour ça que c'est facile de faire de la création pour une telle personnalité. Et eux avaient pris, donc on parle en francs à l'époque, eux avaient fait cette affiche qui était géniale aussi. C'était 140 francs devant, 120 francs derrière. Donc il y avait toutes ces ambiguïtés, tout ce buzz énorme, on n'appelle pas ça buzz à l'énorme, toute cette communication autour de la communication qui allait très bien à tout le monde en fait, qui allait très bien aux journaux, qui allait très bien à Gainsbourg, qui allait très bien au public de Gainsbourg, qui allait très bien dans le monde de la com. Et moi, je venais d'arriver en fait dans leur agence, donc j'étais toute éblouie, voilà, je découvrais qu'en fait c'était un métier avec des réunions, des contraintes, des clients, et ils me disent voilà, on doit faire une affiche pour la tournée en France de Serge Gainsbourg, vas-y si tu as une idée. Et donc moi j'ai eu une idée, puisqu'en fait j'avais la même contrainte d'utiliser ce visuel de William Klein, cette belle photo de William Klein, et je trouve c'est ma tournée. Et donc Sylvain Mathieu, le directeur de création de l'époque, qui m'a donné cette chance, m'a dit écoute, moi j'ai pas le temps, tu vas aller lui présenter. En fait, je suis allé présenter directement à Serge Gainsbourg ma première création, la première création de ma vie, et donc c'était lors d'un enregistrement d'une émission de télévision de Christophe de Chavannes, qui en fait faisait des grandes émissions à la télévision à l'époque. Et donc lorsqu'on était en train de faire les répétitions de cette émission, j'ai présenté à Serge Gainsbourg, évidemment tremblotant, ma première affiche. Il a rigolé, il a fait c'est bon coco pour moi, et elle est sortie comme ça. C'est comme ça que j'ai fait cette première affiche qui m'a fait perdurer dans la publicité. C'est incroyable, parce que c'est un peu comme de la télévision d'ailleurs, ça a tellement changé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais on en parlera après, puisque le sujet du jour c'est la créativité aujourd'hui, et ce qui m'amène à la question suivante, même si elle est un peu bateau, elle est importante, c'est pour toi, quelle est ta propre définition de la créativité ? Qu'est-ce que la créativité pour moi ? C'est toujours une question très large et difficile d'y répondre. Pour moi, c'est un mélange de choses. C'est d'abord être curieux. C'est évidemment rester dans son époque. Aujourd'hui, le digital et la technologie est omniprésente, donc il faut en tenir compte. C'est les envies des consommateurs, connaître les nouveaux médias, c'est connaître les nouveaux people, c'est savoir ce que les consommateurs ou les clients recherchent. Donc il faut être en constante évolution et ne pas rester sur ses acquis. Mais justement, comment tu nourris cette créativité finalement ? Parce que c'est ça en fait. Aujourd'hui, imaginons que je veuille devenir créatif, comment je nourris et je reste à jour sur cette créativité ? Je pense que comme je te le disais au début de cette interview, il y a à la fois la chance des rencontres, donc ça veut dire qu'il faut déjà être ouvert aux rencontres, et c'est quelque chose qui est peut-être difficile dans le métier aujourd'hui, puisqu'en fait il y a beaucoup de moins de réunions en présentiel comme on dit, il y a beaucoup de plus de Teams, de Zoom, et pour se présenter et présenter notre travail, donc il y a un côté personnel et affectif qui est beaucoup moins présent aujourd'hui, alors qu'en fait il était primordial pour moi en particulier, mais pour toute la profession depuis des dizaines d'années. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu apportes de la créativité dans tes campagnes pour ceux qui les voient ? Quand je te dis ça, je veux dire différemment d'un autre créatif.
Alors, je pense que chaque créatif est différent, et heureusement, puisqu'on voit une personnalité, une façon de voir les problématiques. Pour moi, la grande évolution de la créativité aujourd'hui, la créativité publicitaire ou commerciale, c'est que lorsque j'ai commencé, sans dire c'était mieux avant, il fallait se démarquer, et en fait l'originalité était dans l'ADN de notre travail, alors qu'aujourd'hui on cherche plutôt à ressembler à ce que une majorité fait ou cherche à faire passer, c'est-à-dire si une marque leader fait une communication, toutes les autres marques vont vouloir s'aligner. Si tu veux, quand je regarde, alors je regarde pas beaucoup la télé, mais quand je vois globalement les communications de différentes marques sur Internet, ou sur les réseaux sociaux, mais même à la télé globalement, quand je regarde un talk show, de la politique peut-être, j'ai l'impression que c'est très très homogène, qu'il n'y a rien qui... Tout est un peu au même niveau finalement. Tu as raison, François. Ce qui a changé aujourd'hui avec ce nouveau média universel qui est le web, la digitalisation de nos sociétés et nos nouveaux usages et notre nouvelle façon de consommer les médias, puisqu'en fait tu dis je regarde peu la télévision comme la plupart des gens. Donc tu n'as plus ces grands programmes universels qui réunissent tout le monde, ce qui fait que déjà les coms ne sont plus vus comme avant par tout le monde. Tout le monde voyait avant les sagas Darty, les sagas Renault, tout le monde voyait les mêmes publicités, tout le monde voyait les mêmes pubs, même de lessive ou les subissait. C'est comme ça que Coluche pouvait faire son sketch sur la lessive. Aujourd'hui, un humoriste aura des difficultés à se baser sur une publicité que tout le monde a vue. Il en reste quelques-unes, hein, mais très très peu. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans le ciblage, on est plus dans soit la com qui ne dérange plus personne, on est dans une période de bien-pensance en fait, qui touche la communication, mais aussi les médias, aussi la politique. En fait, avant, les marques cherchaient non pas à choquer, elles n'ont jamais cherché à choquer, elles cherchaient à vendre. Aujourd'hui, à se démarquer, donc à vendre. Il y avait un souci de commerce avant dans les marques. Des marques d'ailleurs. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, avant de vendre, j'ai l'impression qu'on cherche à ne pas choquer. Mais alors, pardon de t'interrompre, mais une double question finalement. Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, je me demande, c'est quoi ton talent à toi, entre guillemets, c'est quoi ta marque de fabrique, ta différence, ta patte, je sais pas, appelle ça comme tu veux, et la question dans la question finalement, c'est est-ce que le ciblage, la technologie, la digitalisation, le fait qu'on passe maintenant énormément de temps à penser persona, cible, canaux, ne vient pas entacher ou en tout cas limiter l'importance de la créativité ou de l'idée une idée que tue, quoi, comme c'était le titre d'un bouquin de Nicolas Bordas, très bon d'ailleurs. Écoute, moi pour ne parler que de ma façon de travailler, moi je pense que depuis le début, et je pense que c'est une de mes qualités, j'adore écouter les gens et je ne pense pas que j'ai raison sur tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent mieux les secteurs que moi, et en particulier beaucoup d'annonceurs. Et puis il y a des spécialistes aussi de secteurs. Nous, on ne peut travailler qu'en surface, donc on ne peut être que des échos de ceux qui nous racontent au mieux les consommateurs, les usages, les consommations, parce que nous on passe d'un secteur à l'autre, de l'éducation aux couches culottes, en passant par les voitures, etc. Donc déjà il faut être très sensible et très empathique dans l'écoute, pour ensuite arriver à synthétiser ce que le client veut dire et ce que le consommateur est prêt à entendre. Donc je pense qu'il y a peut-être le défaut de certains créatifs, ou pas seulement de créatifs, puisque en fait c'est le défaut de pas mal de gens dans beaucoup d'agences où je suis passé, c'est qu'en fait ils pensent qu'ils vont imposer leur façon de voir au marché, alors qu'en fait le marché est souvent bien plus puissant que notre façon de voir. Donc on est plutôt des accompagnateurs, avec de l'insight, de l'instinct et des façons de traduire les problématiques qui nous sont propres. Je pense que c'est ça qu'on amène. Mais vouloir réexpliquer un marché à quelqu'un qui travaille toute la journée dans un secteur et depuis des années, je pense que c'est illusoire et c'est un problème d'ego. En revanche, arriver à intéresser des consommateurs sur un sujet qui ne les intéresse pas, comme 90% de la consommation, hein, soyons clairs, pour intéresser les gens commercialement, encore une fois, à un produit ou à un service, c'est ça notre talent, c'est ça qui nous fait en fait émerger, et c'est le premier pas de la créativité. Et du coup, pour toi, la créativité, c'est l'intuition plus l'émotion à un moment donné, à un instant T ?
Alors, pour moi, c'est en fait un énorme mélange d'intuition et de rationnel. Il n'y a pas d'intuition sans rationnel. C'est vrai que je suis un peu passionné depuis toujours par l'économie ou par les marques ou par en fait l'impact des marques dans la société ou la façon de consommer il y a des arguments qui sont rationnels à mettre en avant et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a des achats qui ne sont que en fait émotionnels. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est quel est le ressort à la base pour acheter un produit ou un service. Ça peut être une bonne image de soi, ça peut être parce qu'on a faim, ça peut être parce que on a gagné de l'argent plus qu'avant. Enfin, il y a plein de ressorts comme ça qui vont servir à la créativité, puisque en fait la créativité ça sort pas de nulle part non plus. Il y a évidemment les contraintes et toute contrainte est bonne à la création, quel que soit le domaine de création. Et c'est vrai qu'ensuite, c'est une mise en forme de ce mélange de rationnel et d'irrationnel qui donne une bonne création. Alors je vais te donner deux définitions de la créativité. Une d'Albert Einstein, qui est la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. On connaît celle de Gainsbourg qui dit la connerie, c'est l'intelligence qui se repose. C'est ça. Et j'ai aussi celle de Walt Disney, la meilleure manière d'avoir de bonnes idées, c'est d'en avoir beaucoup. Alors ça, je crois beaucoup à ce que disait Walt Disney, et d'ailleurs je crois que c'est Coco Chanel qui disait, quand elle se faisait piller ses idées, c'est prenez mon idée, il me reste 1 million. Moi ça a toujours été ma démarche. Je pense qu'en fait, les gens qui n'ont pas d'idée s'accrochent à leur idée. Et ceux qui en ont beaucoup sont en fait dans, je dirais, la surenchère du cerveau. C'est-à-dire en fait le cerveau ne s'arrête jamais. C'est-à-dire si tu as une problématique, tu n'as pas une seule réponse. Et c'est le problème de notre profession, c'est qu'en fait, on peut avoir beaucoup de gens qui ont raison et qu'il faut arbitrer sur les possibilités de résoudre un problème ou une question de communication. Et justement, comment tu fais pour avoir un œil qui est neutre, mais aussi extérieur sur tes propositions créatives, et comment tu fais pour dépasser le regard des autres, forcément? Mais moi, je pense que comme beaucoup de créatifs, je suis le plus dur avec moi-même qu'on peut l'être quand on est extérieur à sa création. C'est-à-dire qu'en fait, un bon créatif, c'est quelqu'un qui est sévère avec lui-même. C'est-à-dire en fait qui a beaucoup d'idées, qui se les filtre. Alors ça, c'est l'expérience qui amène ça aussi. Je pense que depuis le temps que je fais ce métier, toutes les marques que je traite et encore aujourd'hui, je pense que si les résultats sont bons, c'est que j'ai un bon instinct ou une bonne technique pour analyser les sujets ou y trouver des réponses. Ensuite, je pense que de toute façon, une idée, si elle est forte, quel que soit le nombre de réunions et de personnes qui va la challenger, il en restera toujours le substrat. C'est-à-dire tout ce qui est annexe. Moi, je pense que quelque chose de fort, on peut le réécrire, on peut le tordre, on peut le filtrer, on peut le tester, etc. Si c'est fort, ça restera. Je te repose la question, parce que je l'ai déjà plus ou moins posé comme ça tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est aujourd'hui créatif en 2022 ? Créatif dans la publicité. Créatif dans la publicité. Parce que moi, je pense que on est passé de la publicité à la communication déjà. Donc moi, j'ai fait pendant une trentaine d'années de la publicité, et ça fait une dizaine d'années que je fais de la communication. Pour moi, ça n'a rien à voir. Même si les techniques où on utilise des profils similaires, aujourd'hui, dans une agence de communication, tu as énormément de profils qui n'existaient pas il y a quelques années. Oh, mais tu sais très bien qu'on est tous pareils. Pour moi, tout est communication. Pour toi, tout devrait être publicité. Alors, pour moi, la publicité, c'était avant. Puisqu'en fait, c'était lié aux grands médias traditionnels, c'est-à-dire la publicité, l'affichage, alors ce qu'on appelait avant la réclame. Et aujourd'hui, la communication, c'est quelque chose qui est beaucoup plus universel et beaucoup plus ambigu, parce qu'en fait, tout le monde pense qu'il sait faire de la communication, tout le monde veut en faire, et donc on a oublié que c'était des professions avec des professionnels, et la digitalisation a changé aussi l'accès à ces outils, ce qui fait que tout est devenu universel. Tout le monde fait des photos, tout le monde peut mettre un post demain avec ses verbatim, tout le monde peut avoir un avis, tout le monde peut parler d'une marque ou d'un sujet. Non mais tu me tends une perche énorme, hein. C'est aussi l'idée de ce podcast, c'est de dire attention, la communication est un métier, la publicité est un métier, le marketing est un métier, l'influence, alors c'est un terme un peu galvaudé, mais les affaires publiques sont un métier, le marketing d'influence est aussi un métier, et tout le monde ne peut pas faire ça sinon, et c'est souvent le problème qu'on rencontre, et j'imagine que tu le rencontres autant que moi. Tout le monde donne toujours son avis sur ce que tu fais en disant ça c'est réussi. Moi je pense que si tu veux c'est un cycle et il sera très positif. Là on est peut-être dans le pire du cycle, mais je pense que
les gens qui ne comprennent pas que ce que nous faisons est un métier, ils ont besoin de le faire pour se planter. Je m'explique. Si c'était facile de faire une campagne, si c'était facile de faire un film, si c'était facile de faire une com de crise, si c'était facile de faire une bonne communication digitale, le premier venu saurait le faire. Et je pense que beaucoup de gens l'ont fait en disant c'est facile, en particulier beaucoup de start-upers, en disant on va tout faire, on va pas prendre d'agence, on va tout faire à l'économie, parce que c'est le premier ressort, hein, le fait de dépenser moins d'argent, parce que c'est le gros de ce qu'on nous reproche en fait. On est très cher et tout ça pour ça. Je pense que là, ça fait quelques années que beaucoup de gens ont voulu tout faire tout seuls sans passer par les professionnels et c'était loin d'être des succès. Donc je pense qu'on va retrouver l'envie de faire appel à des professionnels et qu'on va rejustifier le fait d'avoir de l'expérience, des techniques, de savoir ce que l'on doit faire ou pas, ou de prendre des risques calculés, parce que c'est ce qu'on vend en général, nous. Hein, c'est du risque calculé, et sans risque, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vente. You're listing Common and Peril. Est-ce que tu ne crois pas, est-ce que tu n'as pas le sentiment que les nouveaux créatifs, ce sont les influenceurs ? Alors, tout à fait. En fait, ce que les réseaux sociaux ont amené, ou la digitalisation, c'est qu'en fait, la création s'est ouverte. Avant, on était dans un métier de spécialiste, où tous les spécialistes qui font partie d'une agence avaient un rôle complémentaire, et le client achetait en fait ses techniques et ses talents. L'ouverture des outils digitaux a fait émerger toute une génération d'influenceurs. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Mr V, qui est à la fois quelqu'un de très drôle, quelqu'un qui a émergé par son talent, par lui-même. Mais Mr V, si tu les écoutes, hein, c'est le moment de se manifester. Ah, j'adore l'entendre. Tu as un fan, visiblement. Oui, complètement. Et, on doit pouvoir enrôler ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui font des collaborations avec Mr V pour toucher un nouveau public, puisque son public, évidemment, on peut imaginer qu'il est assez jeune, à part moi. Je suis peut-être le plus vieux, c'est Mr V, qui aujourd'hui est contacté par beaucoup de marques qui veulent toucher le public en fait digital de Mr V et qui ne regardent plus la télévision ou qui en fait ont un monomédia qui est soit YouTube, soit le site de Mr V. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec ces influenceurs, c'est qu'ils créent leur création à leur image. Et par exemple pour Neoma aussi, on a pris les codes de TikTok, c'est-à-dire qu'il faut prendre des influenceurs TikTok pour entrer dans les codes de TikTok et faire de l'audience et faire passer des informations pour la marque qui les utilise. Il y a un autre sujet, et je sais que ça te tient à cœur, c'est l'utilisation dans la création, pour la créativité, en tout cas de mettre au service de la créativité, l'intelligence artificielle. Moi, il y a un outil que j'adore qui s'appelle DALL-E, je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais qui est un outil qui permet de créer des visuels un petit peu au hasard en mettant des mots-clés. Qu'est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors moi aussi je suis passionné par en fait la tech, parce que je pense que la création c'est la curiosité, et la curiosité aujourd'hui elle est liée à la tech. Et je pense que l'évolution de la création et de la créativité, elle passera à la fois par des talents humains, mais aussi par des algorithmes. Et il y a en fait un algorithme qui est issu d'un laboratoire qui est en bêta-test mondial, qui s'appelle Midjourney. Et en fait, par des mots-clés, mais bientôt par la voix, nous pourrons avoir des images qui se créent instantanément devant nos yeux. Donc, Google prépare aussi, pardon, excusez-moi de couper, Google prépare aussi, ou a sorti d'ailleurs une version bêta à vérifier, de vidéos générées automatiquement par une intelligence artificielle, juste avec des mots. Tout à fait. C'est qu'en fait, avant, le créatif, il imaginait des images et des textes depuis son cerveau ou depuis des références de photos ou de vidéos ou de cinéma qui existaient. Et en fait, Google a révolutionné déjà le secteur, puisque en fait, avec Google Images, vous pouvez taper avec des mots-clés ce que vous cherchez et vous trouvez quelque chose. Alors en adéquation ou pas, mais en tout cas, c'est une nouvelle forme de recherche créative. Getty Images, c'est la même chose en fait. Il y a énormément de stocks d'images qui existent et ensuite vous l'utilisez si ça correspond à votre demande. Et là, on est à la... Pardon. Vas-y. On est à la phase suivante en fait, qui est que on peut bientôt, puisque c'est en thèse, donc ça va être une réalité dans les prochaines années, raconter une image qui n'existe pas et la voir
se produire en temps réel sous nos yeux. Et moi j'ai essayé d'aller justement, j'ai utilisé une image quand j'ai sorti ma première newsletter sur LinkedIn, et j'étais totalement bluffé parce que en plus j'étais parti, je sais pas si tu te souviens, dans un espèce de délire avec un truc avec des éléphants et un sous-marin, et bon, on voit rarement un éléphant dans un sous-marin, et l'image m'a sorti un truc un peu complètement délirant avec effectivement un éléphant avec une trompe en forme de télescope de sous-marin. Enfin, pas de télescope, je sais pas comment on appelle ça. Périscope. Périscope, exactement, merci. Donc c'est très très puissant comme outil. Alors justement, c'est là où en fait un peu la magie de l'algorithme et de cette recherche. La magie d'un algorithme, c'est qu'au début, tout le monde pense pouvoir s'en servir puisque c'est un accès à la créativité à tout le monde, mais ensuite, il faudra avoir une idée, une vision de ce que tu veux finalement voir en images. Et c'est là où on aura de futurs créatifs spécialistes des algorithmes qui vont chercher des images que les autres n'auront pas imaginées. Et on deviendra en fait un spécialiste de la création et de la créativité en utilisant l'algorithme à son service. Tu veux dire que le spécialiste de la créativité, donc le créatif, C'est ça. va revenir sur l'idée et plus sa réalisation. Exactement, je pense que le créatif 3.0, c'est celui qui, dans quelques années, connaîtra évidemment par cœur Midjourney et ses utilisations pour des images statiques et animées. Et il deviendra réalisateur de sa production, ce qui va remettre en cause toutes les phases de production, les droits d'auteur. Enfin, c'est vraiment une prochaine révolution, comme on en a rarement connu dans notre profession. Tu sais que moi je suis en plein travail sur le Web3 et toutes les activités autour de ça, et surtout les mouvements d'ailleurs qui arrivent après ça. Typiquement toutes ces marques qui se mettent à Discord, à créer des NFT. Je vois même qu'en France, le PMU a lancé ses collections de NFT, le Parisien est en train de lancer ses crypto-unes sur OpenSea, donc sur le marché. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu crois que c'est de la créativité? Est-ce que tu crois que c'est du gadget? Est-ce que tu crois que c'est des marques qui se jettent sur un truc et que finalement, bon... Mais je pense que pour les marques, les NFT, en ce moment, c'est un coup de com' pour la plupart. Pour d'autres, c'est un investissement sur... Parce qu'il y a deux sortes de NFT, en fait. Quand tu fais des NFT dans certains secteurs, c'est une certification digitale unique. Donc, tous les NFT, normalement, passent par la blockchain. Oui, tous les NFT, à la base, sont faits pour ça, mais tu as soit une utilisation qui est lié à ta profession. Un contrat peut être certifié par un NFT et c'est une certification unique. Donc ça a un usage. Demain, tu peux avoir un contrat d'assurance sous une forme de NFT. Ça a un usage en fait et une réalité économique et juridique. Ensuite, tu as des NFT qui sont artistiques. Bien sûr. Et donc là, le fait que ce soit unique, c'est intéressant, mais c'est surtout en fait une nouvelle forme de créativité virtuelle qui fait que ça fait découvrir de nouveaux talents, c'est de nouvelles techniques, etc. Donc pour moi, c'est un usage différent. Donc il y a des marques qui veulent faire, par le biais des NFT, une communication qui dira à leur public je suis moderne, je suis novateur et j'y suis. Et puis il y a des marques qui vont l'utiliser pour une utilisation plus terre à terre, je dirais, et moins médiatique. Alors je profite que nous abordions le sujet pour vous signaler un projet qui va voir le jour le 3 novembre prochain du Rich Wolf Club NFT, qui sortira sa première collection de loups, 333 loups pour 333 loups riches, dont je ferai probablement partie. Renseignez-vous, ils sont sur Discord, OpenSea, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Allez-y, ce sont des gens vraiment très sympas et les créations seront au rendez-vous. J'ai eu la chance de voir ce qu'il y a des sortir, c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup Eric. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité et celle de tes agences ? Alors j'ai deux sociétés, donc j'ai By Ideas qui est ma société de conseil, qui a un certain nombre de clients dans l'édition, la cybersécurité. Je fais un très beau relancement d'une marque française iconique que vous allez bientôt voir dès le mois prochain sur tous les bons réseaux sociaux. Ça va être exceptionnel, il en est très fier, il n'arrête pas d'en parler. Tenez-vous prêts, il arrive. Exactement. Et puis je suis cofondateur d'une autre société qui s'appelle Mutant Paris, qui a des très beaux budgets corporate comme Neoma, Le Point, la Ligue de foot professionnel, Amundi
et qui fait de la com digitale avec succès. Estás escuchando Common en Parle.